avant de commencer l'émission, parce que nous sommes tous Charlie, nous allons faire 1 minute de silence. Voilà, salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 5 terriens de choix et un robot. Jean-Mi. Bonsoir les humains. Jean-Mi, tu aimes les humains? Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. Et avec Jean-Mi ce soir, 2 invités exceptionnels, Igor et Grishka Bogdanov, bonsoir. Vous ne pouvez pas nier que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique, Igor et Grishka, non? Oui, c'est vrai. En tout cas, vous faites moins peur comme ça, franchement. Ouais. C'est mieux, hein? C'est vrai que vous ressemblez terriblement aux sœurs Girard, maintenant. C'est vrai. Les sœurs Girard, les auteurs de La femme parfaite est une connasse, qui ont fait le tome 2. Parce que la connasse ne meurt jamais. Voilà. Voilà. Autre terrien invité ce soir, le nouveau mec de Richard Berry, Jean Reno. Alors l'an dernier, Richard, vous étiez venu nous parler de votre pièce Nos femmes, avec Daniel Auteuil. Cette année, c'est Jean Reno. Vous les préférez plus musclés, c'est ça? Et William Lebguil. Alors, William, bonsoir. Bonsoir. Richard et Jean, je vous présente William Lebguil, qui joue dans la série Soda. Soda, c'est la série avec Kev Adams. Kev Adams, c'est l'humoriste qui fait kiffer les jeunes. Kiffer, ça veut dire aimer. Enfin bon, laisse tomber. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Philippe Sioux, Toubib des Palaces depuis 30 ans. Il raconte tous les secrets des stars dans son roman Propofol. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Jean Reno et Richard Berry, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour Nos femmes, la pièce d'Éric Assous que vous reprenez au Théâtre de Paris, toujours dans une mise en scène de Richard Berry. Vous remplacez Daniel Auteuil et Jean vous remplace. C'est ça. Alors la différence, c'est que quand vous parlez à Reno, vous êtes juste obligé de lever un peu plus la tête. Un quoi. petit peu plus la tête, mais ça apporte quelque chose d'assez drôle dans la pièce, je pense, ouais. Et puis lui, il vous parle de Beyoncé, de Jay-Z, alors que Daniel Auteuil vous parlait de Dave. C'est vrai, moi j'ai bien aimé rencontrer Dave d'ailleurs. Ouais. Il est venu plusieurs fois dans les coulisses. C'était Méfiez-vous. une belle rencontre. Ouais. De toute façon, vous avez une fille de 3 mois qui crie tous les soirs, c'est pour ça que vous avez repris la pièce, non? Non, parce qu'elle fait ses nuits. Comment elle s'appelle? Mila. Quel joli prénom. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Richard, vous savez, je suis fan de vous, j'ai tous vos disques. Heureusement, il n'y en avait qu'un, mais quand même. Et Jean, vous, c'est la première fois que je vous reçois dans l'une de mes émissions. Alors, comme c'est la première fois, on fera un focus sur vous en deuxième partie. D'accord. Mais revenons à la pièce d'Éric Assous, donc mise en scène de Richard Berry, au Théâtre de Paris, à partir du 3 février. On regarde le teaser. La question qui se pose, c'est... Qu'est-ce qu'on fait pour un ami? C'est plutôt jusqu'où on peut aller pour un ami. Braver la justice? Braver la morale. Le problème, c'est qu'on était 2 à décider. Et quand il y en a 2 qui décident, S'ils sont pas d'accord, bah c'est difficile. c'est à celui qui va être le plus convaincant. Donc,
discussion, Débat, polémique, controverse. bras de fer, Il y a des jours comme ça. ou plutôt des nuits, parce que c'était la nuit. Ah, les femmes. Nos femmes. Nos femmes. Nos femmes, le pitch est super simple et super fort. Vous êtes deux amis, deux médecins, vous êtes chez Richard, vous attendez un ami qui est coiffeur, Braoudet, qui arrive en retard, et quand il arrive, il vous apprend qu'il vient de tuer sa femme. Voilà. Que faire? Est-ce qu'il faut le dénoncer? Est-ce qu'il faut l'aider? C'est le sujet de la pièce. L'un considère, parce que c'est celui que joue maintenant Jean, qu'il faut être dans la loi, dans la justice, et donc que c'est l'aider que de l'encourager à se dénoncer. Ne pas mentir. Et l'autre, que je joue maintenant, pense qu'il faudrait quand même essayer de le couvrir. Et puis, des événements qui vont petit à petit intervenir dans le débat vont faire que ça va changer de point de vue. Alors Jean, vous aimez beaucoup le théâtre, vous dites, il y a une solidarité entre comédiens, les vibrations du public, rien ne peut remplacer ça. Oui, bien sûr, cette chose qui est cette unité comme ça pendant 2 heures, ce Ouais. groupe de gens ensemble, Ouais. la salle, la Ouais. scène, les coulisses aussi, tout ça Ouais. est très important. Est-ce que vous allez présenter votre ami Beyoncé à Richard Berry? Ni Beyoncé, ni Jay-Z, non, on n'a pas eu le temps. J'ai rencontré Lenny Kravitz, en revanche. Voilà, grâce Lenny à- Kravitz, à Jean. ça, oui. Mais c'est pas exactement Ah oui. mon type. Il est ultra fan. Il connaît toutes les chorégraphies de Beyoncé par cœur. Il s'entraîne devant la Je la glace. faisais même sur scène. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Alors vous avez tourné le film aussi. Oui, Il sort quand le film? le 29 avril. Et non, vous allez passer votre vie sur Salut les Terriens cette année, vous. J'espère bien, parce que je fais tout ça pour passer sur Salut les Terriens. Bien sûr, on comprend bien. Alors on va rester dans le cinéma avec un blind test. Musique de film avec Jean-Mi. Attention, tout le monde joue. Ouais. Bon, attention, hein. Je veux le titre du film. La boum, bravo. Et pourtant, il chante mal. Hein. Bravo. Continue, Jean-Mi. Ah, la fièvre des samedis soirs. Bravo, bravo. Je chante pas très bien. Hein, Tellement mal. Il chante comme une casserole et vous trouvez quand même. Allons-y, Jean-Mi. Ah, Titanic. Bravo. Allez, va. On est nul. Voilà, je veux Vous dire, êtes nuls. ah ben nous, là, blind. C'est- On s'est mis, les gars, là. Ah ouais. Ah, celui-là, à mon avis, vous allez trouver quand même. Vas-y, Jean-Mi. Un homme et une femme. Richard Berry. Quand même C'est votre âge. un tout petit point. Jean-Mi. Ah oui. Docteur Givago. Bravo. Attention, Jean-Mi. Ghost, non? Ouais. C'est quoi Ancient Melody. Alors ça, c'est fort, hein. Jean-Mi. Attention, Jean-Mi. Ah, les dents de la mer. Bravo. On peut pas. Jean-Mi. Pulp Fiction. Ouais, bravo. Qui a gagné? Là, Les filles ont gagné, bravo. Bravo. elle a marqué au bout. Alors, Jean Reno et Richard Berry, bonsoir. Vous êtes donc ici ce soir pour la pièce Nos femmes d'Eric Assous,
mise en scène de Richard Berry au Théâtre de Paris à partir du 3 février. Et tout ça me permet d'enfin avoir sur mon plateau Jean Reno. Pourquoi n'êtes-vous jamais venu dans une de mes émissions auparavant? Je ne sais pas. Je me souviens plus. Je vous fais peur? Non, pas du tout. Je suis gentil. Mais oui, vous êtes gentil. Et vous êtes costaud, de toute façon. Non, je ne sais pas. J'ai vachement insisté quand même. Merci, Richard. Non, c'est dommage. Parce que je vous admire beaucoup, en fait. Un mec qui a débuté sa carrière dans Les Bidas aux grandes manœuvres, avec Paul Prébois et Michel Galabru, et qui a fini par faire Mission Impossible avec Tom Cruise, Ronin avec Robert De Niro, ou le Da Vinci Code avec Tom Hanks, ça mérite un triomphe quand même, merde. Alors en plus, vous êtes le seul acteur français parfaitement mondialisé, un Espagnol né au Maroc, devenu une star au Japon en jouant un apnéiste italien. Exactement. J'ai vécu toute ma vie dans une valise, en fait. Voilà. Alors vous êtes né le 30 juillet 1948 à Casablanca, de parents andalous ayant fui l'Espagne de Franco. Votre vrai nom, c'est Don Juan Moreno Herrera y Jiménez. C'est vrai que pour devenir Zorro, c'est un nom super. Le rôle était pris. Voilà. Mais pour devenir un acteur français, c'est un peu plus compliqué. Exactement. J'ai choisi Jean Reno, comme Alain Delon ou Jean Gabin. C'est Exactement. beaucoup plus simple, tout le monde s'en souvient. Oui. Vous avez eu raison. Alors, enfance difficile. En arrivant au Maroc, votre père vendait des cheveux. Avant ma naissance, alors. Après, il a été boulanger. Ça, c'est vrai. Il dormait dans des sacs de farine. Ça, c'est vrai. Et après, il a été linotypiste au Petit Marocain. Linotypiste, c'est les gens qui mettent les... C'est les gens qui tapent pour avoir la ligne à l'envers, pour pouvoir imprimer. C'est dur quand même, hein. Oui, c'est un ouvrier. Vous n'aviez pas de blé, quoi. On n'était pas nu-pieds, Ouais. mais on n'était pas riches. Votre Non. mère était couturière. Elle fabriquait des manteaux. Mais des manteaux au Maroc, ça devait pas être une affaire très florissante, quand même. Oui, mais je me souviens, c'était le mois d'octobre, et il y avait un peu de pluie, et je portais ça, il était 7 h du soir, j'ai des flashs comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes pote avec Jay-Z et Beyoncé. Quel parcours, Jean Reno, non? Ça, c'est par le biais de ma femme. Ouais. Elle était là au départ de Jay-Z, Ouais. quand Jay-Z sort de sa banlieue. Alors, quand Beyoncé vient dîner chez vous, est-ce que vous lui mettez 2 chaises pour qu'elle pose ses cuisses? Ah, non, ne soyons pas méchants. Vous avez vu son tour de chant? Ouais. Un jour, je l'ai vu. Je suis tombé du fauteuil. Ah ouais. À cause de ses cuisses, d'ailleurs. Alors, vous êtes pote avec Jay-Z, Nicolas Sarkozy. Il y en a un des deux qui voulait absolument que vous lui présentiez l'autre. C'est lequel? La réponse est facile. C'est lequel le plus bad boy? Jay-Z ou Sarkozy? Ah, je vais garder ça pour moi. Alors, Sarkozy était votre témoin de mariage. Est-ce que vous serez témoin à son procès, Jean? Ah, peut-être, on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Alors, parallèlement aux Visiteurs 3 et Expendables 4, est-ce que vous allez jouer dans Sarko 2, La Revanche? J'ai du mal de parler de mes opinions politiques en public. Ouais, mais enfin, vous êtes affiché avec Sarkozy quand même. Oui, mais par amitié. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Politiquement, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, pour moi, c'est comme la religion. C'est quelque chose qui est privé. Quelle histoire que votre vie. Le petit Andalou qui découvre sa vocation à l'âge de 12 ans, Ouais. en jouant Les Précieuses Ridicules, et qui va devenir une star Hollywood et un demi-dieu au Japon. C'est faux parce que vous êtes bien renseigné. Hein. Ouais. Ça vient de loin quand même, non? 12 ans. Ben, à la vérité, puisque je suis là pour une pièce de théâtre, ça vient des coulisses du théâtre, Ouais. des sons, des odeurs, de cette ambiance qu'il y a entre les loges et la scène, le bois, les sons, encore une fois les odeurs, le bruissement des étoffes, la loge des femmes. Ouais. Tout ça, pour moi, a été plein de promesses, quoi, Il fallait aller là. Tu vas être déçu, là, il n'y a que moi. Là, ben, voilà. Bah, tu pourras te mettre une gaine de temps en temps.
Alors, vous avez beaucoup de succès au Japon, Oui. surtout avec les femmes. D'ailleurs, il paraît que la première phrase que vous avez su dire en japonais, c'est « Non, ce bébé n'est pas de moi ». Alors, il y a une autre phrase que vous avez apprise très rapidement aussi, c'est « Bonjour, il est où le chèque pour la pub ?» Vous voulez qu'on regarde une de vos pubs au Japon? Oui, je vois où on va. Attachez les ceintures. これは海用山用コンビニ用かなコンビニトヨタばっかり。これは可愛い子ちゃんとドライブ用じゃあな静香ちゃんとだきっと追いかけるはいタケコプター。あそこだドライブ行くよ海へ行きたいわね。おお行こう行こう青いタヌキだ。しろよじいさんすねよ。いやー楽しかった僕も可愛い子ちゃんとドライブ行くよ免許取ってから言えよ Alors, ça veut dire quoi? De quoi est-il question dans cette publicité? Il faut dire que ça fait à peu près 17 ans que je travaille au Japon uniquement pour Toyota. Et donc, il y a eu une évolution sur mon personnage. On m'a groupé là avec un chat. Un chat qui guide la jeunesse à chaque fois qu'elle a des problèmes. Et ils ont pris ce chat, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit « Jean, est-ce que toi, il n'y a que toi qui peux faire un chat ?» Mais évidemment. Et alors j'ai dit, où est la pâtée? Et on m'a montré une boîte de pâté, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Une explication très claire, très précise de Jean Reno. Vous avez l'impression d'être un mec très, très solide. Pourtant, après Le Grand Bleu, qui Oui. était un succès phénoménal, vous n'avez pas su gérer votre célébrité. Oui. La pression du succès a été trop forte. Vous avez pété les plombs. Oui, Vous dites, j'étais gavé de voyages, d'hôtels, d'argent, de nanas. oui. Et d'ailleurs, mon couple a explosé. Avant le succès, lorsque vous parlez, tout le monde détourne la tête. Oui, t'as raison. Là, et on va regarder quelqu'un d'autre. Après le succès, dès que vous ouvrez la bouche, tout le monde écoute. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, Ouais. c'est tellement formidable ce qu'il dit. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Et ça, il faut le digérer. Il faut apprendre à le digérer Ouais. et revenir sur Terre et oublier. Et essayer, pas de redevenir totalement anonyme, mais essayer de retrouver Ouais. cette humanité qui a fait que vous êtes à cet endroit-là. J'espère que je suis clair. Très clair. Merci. C'est mieux que la pub, là. Hein? Oui, c'est mieux que ça. Alors, évidemment, le succès du Grand Bleu était phénoménal. La rencontre avec Besson, Ouais. c'était sur ce fameux film Les Bidasses aux grandes manœuvres, Ouais. avec Paul Prébois Paul et Prébois. Michel Galabru. Ouais. Et lui, il était donc Besson, assistant réalisateur de Raphaël Delpar, évidemment inoubliable réalisateur de films. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que le matin, vous arriviez tous les deux super en avance, Et moi, j'arrive avant lui. encore avant lui. Et il supporte pas ça. Vous êtes devenus complices, quoi. Non, il m'a regardé. C'était pas complice, il m'a regardé. Ah ouais. Et il s'est dit, celui-là, ça peut ne pas être mal. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, ce qui est très marrant, en fait, c'est que vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs du monde, Oui. mais le film déterminant dans votre carrière, c'est Les Bidasses aux grandes manœuvres. Quelque part, oui, bien sûr, Ouais. bien entendu. C'est un AV qui a changé voilà. votre vie. Ouais. Après, j'ai fait des salades. Bon, Ouais. ça a évolué. Et on passe maintenant à notre Téquitois de la semaine. Alors, William Lebguil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir notre Téquitois de la semaine. Celui qui demandera à Jean Reno des conseils pour devenir une star à Hollywood et un demi-dieu au Japon, et des conseils à Richard Berry pour savoir comment choquer avec un yaourt. Ça vous choque, Richard Berry qui mange du yaourt, vous? Dès que le chèque est bon, pourquoi Et pas. voilà. Alors, on va commencer par le prénom, William. J'imagine que vos parents étaient fans de William Lémergie. Tout à fait, c'est ça. À la base, ils voulaient m'appeler Steve. Oui, Ils ont décidé William au dernier moment et je crois qu'ils ont fait un bon choix. oui. Alors le nom, c'est terrible. C'est Lebguil, L-E-B-G-H-I-L. Pourquoi il y a tant de consonnes dans votre nom?
En fait, c'est pas facile à dire, hein, lorsqu'il fait qu'on vous appelle. Mais si, tu sais, le gars de la série Soda, mais pas Kev Adams, l'autre. William l'autre. Voilà, William l'autre. Alors, vous avez été révélé par la série Soda, où vous jouez Slimane, le meilleur ami du héros, Kev. Et aujourd'hui, chez les ados, vous êtes très populaire. Vous êtes aussi populaire qu'une barrette de shit, à peu près. Non, non. Comment ça se passe, alors, dans la rue? Les gens vous arrêtent, j'imagine, non? Ce qui est un peu étrange au départ, c'est qu'ils pensent que je suis leur pote, vraiment. Ouais, bah oui. Alors que moi, je les connais pas, en fait. Oui. C'est ça le succès. Les mômes vous adorent, hein. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ce que disait Marc Dutroux à son procès. Il dit. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Vous en êtes tout avec Soda, là? Là, Soda, on est en train de tourner le dernier téléfilm qui va D'accord. clore la série. Alors, William, vous êtes à l'affiche du film Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy, un film bouleversant qui nous fait prendre conscience de beaucoup de choses et notamment qu'Annie Cordy est toujours en vie. Alors, moins 15, Oh. moins 30. Alors, après le film qui donnait envie de s'occuper des gens en fauteuil roulant, après le film qui donnait envie de s'occuper des sourds, voici le film qui donne envie de s'occuper de sa grand-mère dans une maison de retraite. Voilà, donc c'est s'appelle Les Souvenirs. C'est tiré du best-seller de David Funkino, donc réalisé par Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy, Michel Blanc, Chantal Lobby, Mathieu Spinozzi et vous. Et moi. Vous êtes toujours le copain du héros. Ouais, mais c'est agréable, je Ouais. sais pas de pression, du coup, quoi. Ouais. On regarde la bande-annonce. Surprise! Que reste-t-il nos amours? Surprise! Bah tu manges pas? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Vieille photo de ma jeunesse. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non mais attendez, hein, pas ce... Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. Hein. C'est pas la première fois, hein. C'est une vraie passoire là-bas. On peut pas lancer un avis de recherche? À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement, on peut pas faire pareil? Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas. On voit tout, nous, ici. Une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Putain, j'ai reçu une carte postale de ma grand-mère. Voilà, faut que tu y ailles, il faut que tu mènes l'enquête. Excusez-moi. Vous voulez vous suicider? Non. Parce qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici. Hein. Alors écoutez, moi je veux pas m'immiscer dans votre vie privée, mais moi en tant que professionnelle, je suis obligée de vous prévenir. Donc on longe la falaise comme ça, tac, on arrive ici, on saute, hein, on est venu pour ça. Sauf que en cas de vent, retour en arrière. Là, je compte pas me suicider, en fait, je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie. Ah bah il faudrait le dire à votre visage alors, parce que là on peut pas deviner. Hein. J'en peux plus qu'on décide tout pour moi. Tu comprends? Elle a du caractère, ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça. Allez, à ta grand-mère. Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve, ça sort le 14 janvier. Alors, comme on vous voit pas beaucoup dans la bande-annonce, j'ai un extrait où on vous voit beaucoup et vous êtes formidable. On regarde. Putain, j'ai reçu une carte postale de ma grand-mère. Carte postale? Je savais pas que ça existait encore, ce truc-là. Mais c'est génial, ça veut dire qu'elle va bien. Ouais, tant mieux, parce que je voulais pas trop t'en parler, mais j'ai vu des trucs sur Internet, mon gars, c'est horrible. En fait, ils enlèvent des vieilles, Ouais, bon, tu ça vois. va. Enfin, il y a plus de limite. Ça va, je te dis. Elle l'a envoyé d'où, ta carte, là? Paris, gare Saint-Lazare. Voilà, faut que tu y ailles, il faut que tu mènes l'enquête. Putain, c'est cool, on dirait un peu un épisode de 24 heures chrono, mais en plus vieux et en plus lent. Voilà, là on l'a vu, c'était William Lebguil dans Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve. Alors, franchement, je trouve que c'est le meilleur film de Jean-Paul Rouve à ce jour. Ça va être un bon réal, Jean-Paul. Ouais, c'est un super Je réalisateur. pense. Comme c'est la première fois que vous venez dans l'émission, on va faire une interview deuxième fois. Alors, William, votre deuxième fois avec une fille. J'ai pris 6 mois de prison. Ah ouais. Vous étiez mal comporté, quoi. Non, c'est une vanne. Votre
Deuxième plus beau moment de votre vie. Quand elle a retiré sa plainte. Votre deuxième télé. Je l'ai volée chez Jiffy. je crois. Votre deuxième chanson préférée. Mon pantalon est décousu. Si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. Est décousu. Si ça continue, on verra le trou de mon... Votre deuxième candidat préféré aux élections présidentielles. Je dirais Denver, le dernier dinosaure. Votre deuxième meilleur ami. Il est juste à côté de vous, mais il n'y a que moi qui peux le voir. Ah oui. Mais vous pouvez lui dire bonjour aussi. Bonjour. Il peut vraiment vous faire n'importe quoi, c'est terrible. Anne-Sophie et Marie-Adeline Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sœurs jumelles. Qui est Anne-Sophie? Moi. Bon. Anne-Sophie, vous êtes née en 1981. Oui. Voilà. Pour vous, j'ai pas retrouvé l'année. Alors, Anne-Sophie, c'est vous. Vous êtes humoriste. Ouais. Votre spectacle s'appelle Anne-Sophie Girard fait sa crâneuse. C'est super. Marie-Aldine, Oui. c'est vous, hein? C'est ça. Vous êtes journaliste, vous êtes rédactrice en chef de Ce soir ou jamais. Alors, il y a 2 ans, vous aviez sorti La femme parfaite est une connasse, 1 million d'exemplaires vendus. Et là, vous sortez La femme parfaite est une connasse 2, le retour, parce que la connasse ne meurt jamais. Une question d'un certain Éric Z de Paris qui demande pourquoi parfaite et pas tout simplement La femme est une connasse. Le pitch, c'est quoi? C'est le guide de survie pour la femme normale. Voilà, oui. Celle qui a l'impression d'être une merde face à cette femme parfaite. Ouais. Ouais, parce qu'on a on connaît tous quelqu'un qui nous culpabilise parce Ouais. qu'elle fait tout bien. On a l'impression Ouais. qu'elle réussit bien, Ouais. que ses enfants ils sont nickel, dans sa vie c'est génial et tout. Et en fait, on dit aux gens c'est faux. Cette femme n'existe pas. Il y a des trucs qui me font marrer. Par exemple, pour mieux comprendre les connasses, elle dit c'est tout à fait ton style. Traduction, tu as un style dégueulasse. Elle dit c'est pas du tout comme ça que j'imaginais ton mec. Il est moche. Ton fils est mécanicien. Il en faut. Traduction, mon Dieu. Heureusement que mon fils ne fait pas ça et qu'il fait de la philo. Non mais c'est ça, c'est que la connasse est tout le temps mignonne. Ouais. Elle est gentille Ouais. et elle pense faire des compliments. Ouais. Vraiment. Ouais. Avec ah c'est génial, tu es arménien, ah c'est bien. Moi Ouais. je connais quelqu'un arménien, tu dois le connaître aussi. Oui, bien sûr, tous les Arméniens se connaissent. Mais elle, quand elle le dit, c'est super mignon. Ouais. Et t'as encore plus envie de la taper, en fait. Vraiment. Alors, c'est un livre qui a été fait à partir d'études très précises Bien sur sûr. les femmes, à partir de dîners de copines ayant bu 4 bouteilles de vin à 3. Quoi. Hein? Minimum, ouais. Zemmour, c'est pareil, quand il parle de féminisation de la société. Il a bu 4 bouteilles. Oui, Tout seul. Je pense, tout seul. Alors, justement, on va parler de féminisation de la société. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Ce soir, nous posons la question: les femmes ont-elles gagné la guerre des sexes? En 50 ans, les femmes ont remporté de nombreuses victoires. En 65, elles ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire. Les femmes sont indépendantes. En 70, les hommes ont perdu leur statut de chef de famille. En 75, c'était la loi Veil sur l'IVG. Et depuis, il y a eu une femme Premier ministre, une femme au second tour de la présidentielle. Et aujourd'hui, le premier parti de France est dirigé par une femme. Les femmes ont donc remporté de nombreuses batailles. Mais ont-elles gagné la guerre ? Pour les féministes, le combat continue. S'il vous plaît. Il faut traquer le sexisme, dénoncer les discriminations, lutter pour la parité. Vous voulez voir une photo de ma chatte? Par exemple, les salaires. Selon Najat Vallaud-Belkacem, les inégalités de salaire à poste égal sont encore de 9% à l'avantage des hommes. Eh ben, si ça continue, il y aura des sanctions. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les sanctions, elles existent déjà dans la loi. Alors pourquoi elles ne sont pas appliquées? Vous savez qu'une entreprise de plus de 50 salariés qui ne fait pas l'égalité professionnelle peut être sanctionnée jusqu'à 1% de sa masse salariale. C'est énorme. Pas de doute, les femmes sont à l'offensive. Elles ont conquis de nouveaux métiers. 60% des juges sont des femmes. 60% des étudiantes en médecine sont des femmes. Il n'y a que chez les ouvriers du bâtiment que le taux de féminisation stagne à 2%.
Mais là où c'est fort, c'est que les femmes ont conquis le pouvoir au travail sans perdre le pouvoir à la maison. La preuve, la ménagère de moins de 50 ans reste l'idole des annonceurs. Elle décide pour la bouffe, elle décide pour les enfants, elle décide pour la maison. Bref, c'est maman qui commande. Forcément, il y a des gars que ça inquiète, comme Zemmour, qui pense que la France est foutue parce que les femmes ne sont pas faites pour exercer le pouvoir. Je pense qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. En attendant, l'homme occidental est invité à changer les couches de ses enfants, faire les courses et la vaisselle, vider les poubelles, sans oublier de passer un petit coup d'aspirateur. Ah, c'est sûr, partager les tâches ménagères, ça contribue à bâtir un monde plus juste. Sauf que, comme perspective, c'est pas très exaltant. Voilà, c'était l'unité de Blacko, mise en image de Julien Grap. Bravo, Julien. Alors, les femmes ont-elles gagné la guerre des sexes? La féminisation de la société est-elle une réalité? Alors d'abord au niveau de la vie quotidienne. Alors l'homme occidental, il fait les courses, il fait la vaisselle, il descend les poubelles, passe l'aspirateur, change les couches, donne le biberon. Et il a même un congé parental. Richard, vous changez les couches? Oui, bien sûr. Non, non. Mais moi, je suis pour cette parité-là. D'ailleurs, je la revendique. Moi, j'adore le faire. C'est quelque chose qui fait partie aussi du plaisir. Moi, comme j'aime faire le ménage, j'aime faire la cuisine, je vois pas pourquoi ce seraient des tâches qui seraient spécifiquement cantonnées aux femmes, quoi. Il y a du plaisir aussi là-dedans. Il y a du plaisir à changer les couches. Ah, non. Bah ouais, moi aussi, moi je trouve. Non, c'est vrai? Bien sûr, ouais. C'est un moment de contact avec son enfant qui peut être aussi très agréable aussi. Moi, Si, les couches, ouais, mais la vaisselle et le ménage, moi je m'y mettrais. Enfin, vraiment, ça ne viendra jamais. Moi j'adore plaisir, faire le ménage. C'est vrai? Ouais. Oh, il faut qu'on parle. Très bien, très bien. C'est l'homme idéal. L'homme idéal est une femme. L'homme idéal est un con. J'allais dire, l'homme idéal est une connasse. Oui. Ouais. Vous changez les couches, vous? J'ai changé beaucoup de couches. Ah oui, c'est vrai? Regarde-le, le héros et tout, là. Ah ouais, 6 enfants. Vous avez 3 femmes et 2 enfants par femme. Exact. Ça fait 6. Et à chaque fois, vous avez tout fait. Ah oui, oui. J'ai repassé. Parce que j'apprends mon texte dans la cuisine où je repasse aussi. Ah ouais. Dans la cuisine. Et vous? Moi, j'adore faire la cuisine et j'adore faire le ménage. Chez moi, c'est extrêmement propre. Voilà. Je suis très maniaque. Moi aussi. Non, puis alors, toujours d'après Éric Zemmour, les valeurs féminines se sont imposées dans la société, les valeurs de consensus, de compromis, l'émotion qui est supérieure à la raison. C'est-à-dire que moi, je trouve que Zemmour, il est en dehors du monde, il est en dehors de la société. Je trouve qu'il dit n'importe quoi. Enfin, je trouve que c'est naturel, normal. Vous avez baissé les bras, vous. Mais pas du tout, moi j'adore ça. Je trouve ça bien, c'est ça la civilisation. Mais déjà, nous, on n'est pas que émotion, on est aussi raison. Déjà, juste le fait de dire les femmes sont émotion et les hommes sont raison, pas du tout, on est raison aussi. Ouais. Puis la guerre des sexes, on n'est pas en guerre. Ouais. Non, il y a une lutte, un combat qu'il faut continuer à mener parce qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais on n'est pas en guerre du tout contre les hommes. Parce que ce combat-là, on va le battre, on va le gagner avec les hommes. Nous, on n'est pas en guerre contre les hommes. Hein. Ouais. Ouais, mais il faut être vigilant. C'est-à-dire que c'est tout petit par tout petit. Vraiment, on n'est pas là pour castrer qui que ce soit, en fait, les femmes. Enfin, c'est juste qu'on demande à ce qu'on ait les mêmes droits. Et ça paraît tellement naturel. Avant, un homme, il devait juste engrosser une femme. Maintenant, il doit être beau, intelligent, il doit être performant, etc. Il s'en est pas encore rendu compte. Dans quelques années, il y aura l'homme parfait est une connasse. Et c'est un homme qui l'écrira, parce qu'il s'en rendra compte. Ça, Richard, ça vous manque pas de faire un peu le macho, quand même Oh non, pas du tout, non. Et vous, pareil? Moi, je donne mon avis, hein. Donc, je me sens pas castré, parce que je donne mon avis. Peut-être que votre femme, elle aimerait que vous soyez un peu plus macho, un peu plus... C'est ce que j'appelle la bête, moi. C'est-à-dire appeler la bête, mais ça dépend à quelle heure de la journée. Ah! Il y a quand même un moment dans la journée... Il y a un moment donné où la bête arrive... ça me rassure. Ça me rassure. Il y a quand même un moment dans la journée où vous faites la bête. Et on part dans le tapis. D'accord. Sur le tapis volant. Vous faites jamais la bête, vous? Non, moi, j'ai du mal à faire la bête. Même si je voulais, j'y arriverais pas. Ouais. Les filles se marreraient, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire quand même, cette féminisation de la société, cette parité, quand même contredit par des statistiques terribles.
sur les violences subies par les femmes. Une femme sur 4 est victime de violences physiques ou sexuelles. 3 femmes sur 4 sont sexuellement harcelées. Et une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. C'est-à-dire, on peut se demander finalement si l'analyse de Zemmour et des antiféministes est juste, parce que les femmes sont toujours quand même dans des positions de souffrance, en fait, non? Ah oui, c'est pour ça, vraiment, il faut rester... Enfin, faut regarder ça de près parce que ça n'a pas tellement changé. En fait, maintenant, on en parle plus. Ouais. C'est surtout ça. J'ai pas l'impression que les chiffres ont augmenté. C'est juste que maintenant, on en parle. Ces femmes osent parler et il faut vraiment qu'elles continuent à parler et qu'elles continuent à se défendre. En tout cas, voilà. William. Bah moi, personnellement, quand j'entends les propos de Zemmour, ça me fait penser à une phrase qui dit la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Et je pense que Éric Zemmour est l'homme le plus décontracté de France. Alors, vous avez été mariés des tas de fois, là, tous les deux. Est-ce que vous trouvez les femmes différentes, finalement? C'est à moi, la question. Ouais, moi, non, parce que vous avez dit tous les deux. Non, mais moi, je suis très heureux. J'ai l'impression que j'ai trouvé la bonne. Donc tu te poses plus de questions, là? Non. C'est exactement ça. C'est la bonne, c'est que les réponses. C'est pas les questions. Ouais. Moi aussi, j'ai trouvé la bonne. Bah voilà. Ah, voilà. Jean Reynaud et Richard Berry, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, Philippe Sioux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Sioux, praticien à l'hôpital américain de Neuilly, vous avez soigné des grands patrons, des diplomates, des princes, des stars, à commencer par Michael Jackson. Ces histoires, vous les racontez dans un livre intitulé Propos folles, publié aux éditions Léo Cher, et à 20h, dans Salut les terriens. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie? Ça va? Moi, ça allait. L'année avait vraiment très bien commencé. Très bien. J'étais content. Tellement content que, pour tout te dire, ça ne me dérangeait pas de revenir travailler. Alors que je doutais franchement que durant les fêtes, il serait arrivé un accident de chasse fatal au grippin qui ici se prend pour un robot. Non, vraiment, j'étais content et inspiré. Très inspiré. Tellement inspiré que j'avais déjà fini ma chronique le mardi. Entre nous, je pense que c'était la meilleure chronique que j'ai jamais écrite. Je la trouvais même tellement drôle que c'est la première fois de ma vie où je me suis demandé si je devais peut-être pas essayer d'en faire mon métier. Dans cette chronique, il y avait plusieurs sketchs. J'avais d'abord un sketch très contemporain, très actuel, qui mêlait subtilement développement personnel, argent, pudeur et puberté, intitulé Se reconstruire soi en détruisant son ex, inspiré par Valérie Trierweiler. Un truc vraiment, vraiment très drôle où une femme se reconstruit, elle et son compte en banque, en démolissant son ancien amoureux. D'abord via un bouquin, puis voyant que ça marche, elle décide d'en faire une adaptation cinéma, une comédie musicale, un ballet, des porte-clés, des boules de geisha, des chausse-pieds. Enfin, je vais pas tout vous dévoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du sketch, elle avait cette phrase pleine d'humour. L'important, c'est de rester digne. J'avais aussi un autre sketch beaucoup plus subversif et très politiquement incorrect sur le terrorisme chrétien. C'était un sketch où un catho devient super dangereux parce qu'il fait une lecture littérale du Nouveau Testament. Et du coup, il a tout le temps envie d'aimer les uns, mais aussi les autres. Donc, il passe son temps à embrasser les gens dans la rue. Et à Paris, les gens n'aiment pas les autres qui sont collants. Mais ça donnait lieu à plein de situations cocasses. C'était super drôle. Mais que je ne vais pas dire ici. Et enfin, j'ai écrit une scénette sur le courage en politique, donc forcément une imitation de Jacques Chirac. Ce président qui, lors des caricatures de Mahomet, a eu cette phrase merveilleuse pour défendre la liberté d'expression, « Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu ». Bref, mardi, j'avais tout ça en stock et c'était vraiment de très très grande qualité. Mercredi, j'étais libre. Alors je suis parti me promener dans le 11e. C'est un quartier que j'aime bien, moi, le 11e. C'est moins efféminé que le 4, mais beaucoup plus propre que le 19. C'est beau le 11e, vers 11h30 du matin, un mercredi. Les gamins sont en classe, donc les cours de récré sont vides, il n'y a pas de bruit.
Les livreurs ont déjà livré, il n'y a pas trop de voitures. Les serveuses commencent à peine leur journée, elles n'ont pas encore mal aux jambes, donc le café arrive plus vite. C'est vraiment chouette, le 11e, un mercredi à 11h30 du matin. Et je longeais le boulevard Richard Lenoir, c'est un joli boulevard. Hein. C'est bordé d'arbres, il y a des immeubles. Des immeubles dans lesquels il y a plein de gens qui travaillent, qui mangent, qui dorment, qui rient, qui pleurent, qui baissent, qui s'engueulent. Mais parfois, on y trouve aussi des gens qui meurent, de mort naturelle, ou comme ce matin-là, de mort assistée. En passant près d'un immeuble, j'ai entendu des bruits de fusils. Je m'approche, je tombe sur un policier, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ah, bah, 2 hommes cagoulés armés de Kalachnikov et d'un lance-roquettes viennent de faire un carnage chez Charlie. » Je dis « Ah bon ? Mais pour que 2 personnes attaquent la rédaction d'un journal armé de la sorte, c'est que cette rédaction doit vraiment avoir quelque chose de très grave à se reprocher. Je veux dire, pour en arriver là, leur histoire de journal, c'est sans doute une couverture pour faire tourner un trafic de drogue ou la prostitution, enfin. » Le flic, il me dit « Non, non. En fait, le seul truc que faisaient les gens dans cet endroit à longueur de journée, c'était écrire et dessiner. » J'ai dit « Mais c'est très grave, ça, de dessiner et d'écrire ce qui vous passe par la tête. » Le flic dit « Ouais, nous sommes bien d'accord, dans une démocratie, c'est tout à fait scandaleux. » Et le pire, il ajoute, c'est que ces gens-là, ils faisaient leur boulot avec tellement d'intelligence et de sensibilité que très souvent, ils arrivaient à faire rire des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Et il ajoute, ils ont quand même eu le culot de faire des dessins satiriques sur la religion. J'ai dit « Ah bon ? Et Dieu, il a réagi comment ?» Il a dit, bah Dieu, il a rien dit. Ça n'avait pas l'air de le déranger plus que ça, mais et comme on dit, qui ne dit mot consent. C'est quand même difficile d'imaginer qu'un Dieu dont on passe notre temps à nous dire qu'il est grand aurait besoin de 2 débiles pour exister. On était d'accord. Je sentais qu'il voulait encore me parler, mais d'un coup, je l'ai trouvé un peu pâle. D'un coup, je me suis rendu compte que depuis 3 minutes, je parlais à un mort. Il s'appelait Ahmed, portait l'uniforme de la police nationale. C'est ironique, hein ? Le 11e, un mercredi à 11h30 du matin. Alors je suis rentré chez moi avec une sensation étrange. La télé était branchée sur les chaînes info. Moi j'ai toujours les chaînes info allumées en continu chez moi, avec le son coupé, parce que comme ça me donne l'heure en direct. Et j'ai vu passer un bandeau qui annonçait que Charb, Cabu, Honoré, Tinius, Wolinski étaient morts. Par des formations professionnelles, j'ai d'abord pensé balle tragique à Charlie Hebdo, 12 morts. Mais bof. Sans plus comme idée. Alors j'ai repris ma chronique écrite le mardi. C'est vraiment la meilleure que j'ai jamais pondue. Hein. Pour oublier, j'ai voulu rire en me la relisant, mais je sais pas pourquoi, ça marchait plus, j'avais plus du tout envie de rire. C'est étrange quand même ce que ça peut vous faire, une balade dans le 11e, un mercredi à 11h30 du matin. Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine, et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Philippe Choureux, bonsoir. Bonsoir. Alors, praticien à l'hôpital américain de Neuilly, vous êtes devenu le médecin des stars, notamment de Michael Jackson. Votre histoire, vous la racontez dans un livre intitulé Propos folles, publié chez Léo Cher, et ici, maintenant, pour nous. Alors, Philippe, vous êtes né à Paris le 26 janvier 1952, parents chirurgien dentiste. Les études, vous faites ce qu'il faut pour arriver au bac, pas plus. Non. Ensuite, vous faites la faculté de médecine, une spécialité en psychiatrie. Pendant quelques années, vous êtes psychiatre. Et en 1984, vous obtenez donc ce poste à l'hôpital américain de Neuilly. Et c'est là que vous commencez à fréquenter le Gotha. C'est exact, oui, tout à fait. Difficile, évidemment, de gérer des patients riches, dorlotés, qui acceptent mal la contradiction. Il faut savoir dire non. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vous donnent des ordres. Ce qui est l'inverse du rapport qu'on a généralement avec les médecins. Logiquement, oui, ça se comprend comme ça. Oui. Alors un jour, c'est Sharon Stone qui vous demande de venir au Ritz. Dans un premier temps, vous êtes subjugué par sa beauté naturelle. Alors que vous avez vu plein de stars, pas terribles au réveil, elle est belle. Elle est sublime. Alors la conversation s'engage, la conversation dure. Vous finissez quand même à un moment par vous demander pourquoi elle vous a fait venir. Depuis le début, je me pose la question. Ouais. Et elle vous répond pour rien. Pour rien. Tout s'était arrangé quelques minutes avant votre arrivée et elle n'avait pas annulé le rendez-vous pour ne pas vous décevoir. Oui, parce qu'elle me connaissait déjà. Ouais.
Elle voulait qu'on se parle. Il s'est rien passé. Alors, être médecin de star, c'est aussi visiter des patients à l'étranger. Un jour, on vous appelle au chevet d'un prince saoudien, le cheikh Salem, à Casablanca. Vous filez à Casablanca, il faut aller très vite. Et là, vous dites, il était à lui tout seul une encyclopédie des pathologies du 4e âge. Ce sont des gens qui sont tellement bien soignés qu'ils associent les maladies les unes après les autres. Ouais. Et comme on les soigne bien... Ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre et ils vivent très longtemps. Il avait une patate d'enfer, le cheikh. Une capacité vitale considérable. Ouais, considérable. On va voir. Alors, la première question, c'est de se dire, qu'est-ce que fait un prince saoudien à Casablanca? En fait, ils viennent pour les prostituées marocaines, quoi. Tout à fait, oui. C'est quelque chose de tout à fait culturel. Ouais. Parce que en Arabie Saoudite, ça a très mauvaise réputation d'aller au Maroc. Alors, le cheikh se plie à l'examen médical. Vous lui faites un électrocardiogramme. Ensuite, c'est dîner dansant. Alors, en fin de repas, arrivent des danseuses, plus ou moins majeures, hein, on peut bien le dire. Plus ou moins majeures. Et alors, le secrétaire du cheikh vous dit, allez-y, hein, vous pouvez vous servir. Bah, ce sont les règles de l'hospitalité. Ouais. Et il faut les respecter. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les invités du cheikh arrivent à 3 h du matin et ils ont tous 70, 75 ans, quoi. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font debout à cette heure-là? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Pendant la journée, ils sont couchés. Ouais. Ah. Voilà. Alors, le cheikh, à ce moment-là, entraîne tout le monde dans une annexe du palais. C'est une espèce de salle des fêtes en sous-sol, hein. Il y a des tables basses et des divans. Il y a des graines de tournesol dans des petites coupelles. Il y a des noix de cajou. Il y a aussi du Viagra et du Cialis, hein. Il y a plus de Viagra et de Cialis que de noix de cajou. D'accord. Il y a quand même 60 filles qui pénètrent d'un seul coup dans la salle. Voilà, ouais. Il faut avoir du carburant. Ouais. Et il y a un nain qui s'occupe d'elle. Ça, c'est très intéressant. Oui. Ouais. Quand vous dites celle-là, le nain, c'est celui qui va la chercher. Voilà, oui, tout à fait. Vous présélectionnez, et sur la scène, vous avez ces 60 jeunes femmes qui dansent de façon très lascive sur des musiques tout à fait orientales. Et le nain, il a un visage très, très vicieux, vous voyez. Ouais. Et il a un œil, il a un œil extraordinaire qui ne se trompe jamais. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous dirigez le doigt, il sait exactement ce que vous oui, dites. tout de suite. C'est un homme qui devance presque vos désirs. Le cheikh voit que vous manquez un peu d'entrain. Hein. Faut dire les choses. Le cheikh est un peu déçu parce que vous jetez pas sur les gonzesses. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la première, elle s'est assise à côté de moi. On a commencé un peu à parler. Et le niveau de conversation, c'était Casablanca, les encombrements, la météo. Vous voyez, c'était des sujets assez neutres. Ouais. Donc vous en prenez une autre à laquelle vous faites rien de plus qu'à la première. Et alors, en partant, vous offrez les gonzesses au secrétaire du cheikh qui, normalement, il n'y a pas droit, lui. Voilà, le personnel n'a pas droit. Voilà. Et puis, il y a les arnaques. Alors, un jour, vous êtes appelé au chevet d'une cliente qui est victime, a priori, d'une indigestion. Vous arrivez dans la chambre, les rideaux sont tirés, il y a une petite veilleuse, vous discernez un corps sous des couvertures, quelques boucles blondes dépassent sur l'oreiller. Je vois que vous avez bien lu. Ah oui. Vous vous dites, trop bu. Je suis perplexe. Ouais. Vous l'examinez, rien. Alors vous dites quand même, pour lui faire plaisir, je vais lui faire une ordonnance. Voilà, je ne serais pas venu pour rien. Vous mettez derrière le bureau, vous commencez à rédiger votre ordonnance. Soudain, ses bras vous enlacent. Ouais. Elle frotte son corps nu contre le vôtre. Je m'en souviens plus, ça. Ouais. Elle veut faire l'amour. Elle veut pas. Elle m'intime l'ordre de. Ah oui. C'est quand même un peu spécial. Et là, vous vous dérobez à sa pression. Elle s'allonge devant la porte de la chambre. Ouais. Là, vous êtes malin. Vous lui dites, on serait mieux au lit. Elle se lève, elle va se mettre dans le lit. Et vous fuyez. En fait, c'est une gonzesse qui escroquait les palaces. Exactement. Avec des histoires de viol, hein, c'est ça. Tout à fait, oui. Et après, elle demande 1 million d'euros de dommages et intérêts pour pas faire de scandale, quoi. Voilà, et ça se négocie à 500 000 euros. Alors désormais, vous devenez le médecin des stars, les directeurs des palaces vous appellent régulièrement, Philippe, et un jour, le propriétaire du Ritz, Mohamed Al Fayed, vous appelle
il vous dit, voilà, il y a eu quand même l'histoire de Diana, il y a Madame Harriman qui est morte dans la piscine de l'hôtel. Là, je reçois Michael Jackson, il faudrait que tu t'en occupes. Et il vous demande de faire la nounou de Michael Jackson, en fait. Absolument, une sorte de garde du corps nounou. Pour éviter qu'il y ait une histoire dans son hôtel. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Bah oui, bien sûr. Alors, une semaine plus tard, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec Michael Jackson dans sa suite. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la suite est décorée avec des ballons, des cotillons, des paillettes, enfin, comme pour un anniversaire d'enfant. Il passe la nuit sans dormir. Il regarde des films de Walt Disney, donc vous êtes obligé de faire pareil. De toute façon, vous êtes sa nounou. Oui, puis il faut que je sois correct. J'ai été payé pour ça, donc il faut que je sois... faut pas que je dorme. Ouais. Il regarde des films, il dit pas un mot. Il regarde des films, il parle un peu. Au début, on se disait pas grand-chose. Et puis progressivement, on a commencé à échanger. Ouais. Et le deuxième soir, vous n'avez toujours pas dormi, il vous demande d'examiner ses pieds, et vous découvrez des pieds massacrés par la danse et pas soignés. C'est une chose qu'on voit très souvent chez les danseurs. Ah oui. Ouais. La deuxième nuit, pareil, Walt Disney. Walt Disney. Vous dormez pas? Non. Lui non plus. Non, mais en tant que médecin, j'ai quand même l'habitude de ne pas dormir. Donc 24 heures, ça me fait pas peur. 48 heures, je commence un peu... ça commence à être un peu long. Là, je commence à tirer. Et 72 heures... Ouais. Et là, il vous explique un truc. Il vous dit, en fait, le fait de pas dormir, ça stimule mon imagination. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'il se laisse partir pendant longtemps comme ça, il entend des musiques et après il les retranscrit, quoi. Voilà. L'insomnie, c'est quelque chose de dangereux, vous voyez. Au bout de 4 ou 5 jours, on peut avoir des troubles mentaux et au bout d'une semaine, on peut mourir. Ah oui. Ouais. Donc c'est quelque chose qui peut être grave. Et lui fait ça régulièrement quand il fait ça sous forme d'une session pour pouvoir composer. Alors, le jour suivant, donc vous êtes toujours là au Ritz avec Michael Jackson, il n'a toujours pas sommeil et il souffre des pieds. Et là, vous l'envoyez à l'hôpital américain. Et le lendemain matin, quand vous le revoyez, il vous dit qu'il a passé une des meilleures nuits de sa vie. Tout à fait ça, oui. Ouais. Sur le chemin de l'hôtel, il est tellement bien qu'en retournant au Ritz, il s'arrête à la Fnac. On est sorti de cette limousine Mercedes classe S dont vous vous doutez, sur le trottoir, avenue Niel, et on est rentré dans la Fnac des Ternes et on est monté au rayon Dio. Voilà. Et là, donc, les gens, c'est tellement insensé que les gens ne le reconnaissent pas. Il y a même un môme qui dit « Quel ringard, ce mec, avec son déguisement de Michael Jackson ». Ils le prennent pour... C'est extraordinaire. Ils le prennent pour un animateur de la Fnac qui s'est déguisé en Michael Jackson. Voilà. Alors que moi, je suis terrorisé parce que je me dis qu'on va aller à l'émeute et que je ne suis pas garde du corps et que je n'ai aucune capacité de gérer la situation. Alors, de retour à l'hôtel, Michael Jackson donc, veut savoir quel est le médicament qui lui a permis de passer peut-être la meilleure nuit de sa vie. Et c'est le Propofol, donc, qui est un analgésique, hein, c'est ça, non? Oui, alors c'est un médicament qui est utilisé uniquement en réanimation et dans un bloc opératoire. Et là, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, ça a été utilisé chez lui, mais dans un cadre tout à fait légal, bien entendu. Mais il a compris que ce médicament lui apportait quelque chose d'autre que la raison pour laquelle on l'avait utilisé. Et moi, je ne l'ai pas su à cette époque-là, mais il a continué de s'en servir, et 10 ans après, il en est mort. Voilà. C'est ce que j'appelle le syndrome Michael Jackson, justement. C'est-à-dire que quand vous êtes riche et célèbre, en fait, on ne vous refuse aucun médicament, et vous finissez par en mourir. Le problème, pour le médecin, c'est de résister. C'est de tenir la route. Ouais. Merci, en tous les cas. Le livre est vachement bien, vraiment. Très intéressant. Merci, Philippe. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir, avec Jean-Mi, Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Merci. Merci beaucoup. Jean Reynaud et Richard Berry. William Lebguil, merci William, heureux de t'avoir connu. Le docteur Philippe Sou, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut les terriens.
P. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.